Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers compatriotes. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Tango Koki, nous sommes encore venus aujourd'hui chercher et voir bien sûr le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katende. Pourquoi? C'est puisque vous l'avez voulu. Vous avez voulu que Maître Jean-Claude Katende réagisse bien sûr après la sortie du gouvernement Sama Lukonde. Chers compatriotes, avec lui nous allons parler bien sûr de ces gouvernements. Nous allons parler des objectifs. Nous allons parler du profil aussi de certains ministres sélectionnés. Nous allons également parler des attentes de la population. En plus de cela, vous devez savoir qu'à l'est du pays, il y a beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations. Certaines personnes pensent qu'il faudrait que la MONUSCO quitte le territoire national. D'autres disent non. Il y a tuerie entre les tribus. On ne sait pas qui est derrière tout ça. Dernière question, bien sûr, de notre émission Tango Koki. Néron Bungu dénonce la mégestion de Gentini Ngobila. Un jour ou 2 jours après, l'homme est destitué. L'Assemblée provinciale ne pouvait pas s'atteler d'abord sur ce que Néron Bungu a dénoncé. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Club d'amis ou ils sont là pour travailler? Chers compatriotes, certaines questions seront également abordées au cours de cette émission. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus vous chercher puisque vous avez été voulu par nos téléspectateurs qui veulent à tout prix que vous puissiez aussi vous prononcer après la sortie du gouvernement. C'est un plaisir de savoir que mes points de vue sur les questions politiques dans notre pays sont voulus par beaucoup de compatriotes, tant au pays qu'à l'extérieur du pays. Et je pense que nous avons depuis longtemps pris la décision de travailler dans l'intérêt de la République et c'est ce que nous ne cessons de faire au jour le jour. En ce qui concerne le gouvernement, il faut d'abord se féliciter du fait que aujourd'hui, le gouvernement a été publié, pas seulement par la volonté de ceux qui sont au pouvoir, mais aussi par la pression exercée par tout le monde, parce qu'on ne pouvait pas laisser ce pays sans un gouvernement légitime bientôt plusieurs mois. Alors, je pense qu'il est aussi important de féliciter les différentes personnes, femmes comme hommes, qui ont été nommés ministres dans ce gouvernement et leur souhaiter bonne chance. Quant à ce qui concerne mon analyse, je dis d'abord que c'est un gouvernement qui répond à beaucoup de préoccupations des Congolais. La première préoccupation des Congolais était que nous puissions voir des femmes dans ce gouvernement. Et là, nous sommes satisfaits, nous pensons que c'est le premier gouvernement que la République démocratique du Congo a depuis qu'elle existe, où on a vraiment plusieurs femmes et il y en a 14. Et parmi les 14 femmes, il y en a qui occupent des postes très stratégiques. C'est par exemple le ministère de la Justice qui a été confié à Madame Rose Mutombo. Et vous savez que dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, où il faut assurer la lutte contre l'impunité, où il faut traquer ceux qui détournent l'argent public, ce ministère est clé et très important. Vous savez aussi qu'il y a le ministère de l'Environnement et Développement durable qui a été confié à Madame Ève Bazaïba. Et ce ministère est aussi important dans la mesure où il y a aujourd'hui la question du changement climatique, il y a la question de la transition énergétique, mais il y a aussi tous les défis qui sont posés dans ce pays par les entreprises minières par rapport à la pollution, par rapport aux investissements de ces entreprises
dans les communautés pour booster les développements durables. Je pense que c'est un ministère important. N'oubliez pas aussi que le ministère des Mines, parce que vous ne pouvez pas gérer la République démocratique du Congo sans avoir un regard sur ces secteurs stratégiques qui est les mines, et ce secteur a été confié aussi à une femme. Donc, globalement, nous pouvons dire que de ce côté-là, c'est vrai que nous n'avons pas atteint la parité, mais la volonté est Il y a aussi vraiment... le ministère de portefeuille. Voilà, il y a aussi Adel. le ministère du portefeuille avec Madame Adel Kainda. Donc, on peut dire qu'il y a une petite révolution qui s'est faite de ce côté-là. Maintenant, quand nous prenons l'aspect jeune, il y a eu beaucoup de jeunes, c'est à la fois un atout, mais c'est aussi à la fois une inquiétude. Une inquiétude, et c'est pour ça que nous avons dit, la plupart des jeunes qui viennent ont-elles l'expérience suffisante pour assurer, n'est-ce pas, les ministères qui leur ont été confiés? Cela poserait peut-être un problème, mais je pense que chaque ministre pourrait s'appuyer sur un cabinet constitué de personnes, hommes comme femmes, expérimentées, qui ne doivent pas être puisées seulement dans les partis politiques. On peut trouver ces ressources rares au niveau des universités, au niveau du barreau, au niveau de la société civile et dans bien d'autres secteurs où nous avons des gens qui peuvent aider ces jeunes ministres à pouvoir travailler pour la République, et ça c'est très important, travailler pour la République. Et enfin, vous avez certains vieux, on appellerait vieux entre guillemets, qui en âge bien sûr, mais aussi en politique, qui sont revenus, comme les noms les plus connus, c'est M. Lutundula, à qui on a confié un ministère aussi très important, le ministère des Affaires étrangères, surtout dans les contextes actuels où nos diplomates sont presque abandonnés par la République démocratique du Congo à l'étranger, et il y a plusieurs mois qui ne sont pas payés. Mais nous continuons nos investigations pour savoir chaque ministre, qu'est-ce qu'il traîne derrière lui comme problème. Et si nous découvrons plus tard qu'il y a des ministres qui ont un passé louche, nous ne cesserons pas de le dire. Et nous avons déjà entendu quelques bruits dans ce sens-là, mais nous attendons approfondir. Et nous pensons que ce gouvernement, nous lui donnons toutes les chances pour travailler dans l'intérêt du peuple congolais, mais nous jugerons chacun des ministres et le gouvernement de manière globale sur base de ce que nous allons voir comme travail, parce que vous n'êtes pas sans oublier que les défis dans ce pays sont énormes. Et les plus grands défis, je pense pour tous les ministères, c'est l'administration. Et comme vous le savez, l'administration dans tous les ministères est totalement corrompue. Vous ne pouvez pas obtenir un acte administratif sans payer les frais et donner un peu de la corruption. Vous ne pouvez pas obtenir un paiement sans négocier avec les gens du ministère du Budget, du ministère des Finances. Il faut payer. Donc, si ces ministres, comme on a dit, que c'est un gouvernement de guerriers, la première guerre qu'ils doivent mener, c'est contre la corruption. Et nous espérons que la corruption ne va pas prendre les dessus sur les ministres qui viennent d'être nommés. Très bien. Chers compatriotes, vous avez compris le point de vue de Maître Jean-Claude Katende. Nabanzi na pesi biano na point ya liboso. Deuxième point, na mayetolo belakam ko la Maître Jean-Claude, et ça y a que les objectifs bien sûr déterminés par le Premier ministre Ekoki Kokoma matérialisé Toté, puisque le gouvernement Samalokonde va travailler avec le budget qui a été déjà proposé par Ilunga Ilunkamba. Vous êtes au courant, j'espère, Maître Jean-Claude? Oui, je pense que d'abord, pour évaluer les objectifs de ce gouvernement, il est clair qu'il faut attendre que le Premier ministre et le gouvernement passent devant le Parlement pour, n'est-ce pas, nous présenter
un programme du gouvernement harmonisé, c'est-à-dire adapté au contexte actuel. C'est sur base de ce programme-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous disons qu'il y a des jeunes, le gouvernement est bien constitué, mais ce gouvernement ne pourra être évalué dans les premiers temps qu'en voyant le programme du gouvernement. C'est là que nous allons nous poser la question, est-ce que les personnes qui ont été choisies par le Premier ministre et le Président de la République pour réaliser ce programme sont-elles, en fait, des personnes, sont-elles capables ou pas? Donc, il y a une partie du travail qui reste. Mais je crois personnellement que l'objectif de ce programme, si je dois anticiper, de ce gouvernement, doit être de relever un certain nombre de défis, des défis très importants. Et le premier d'entre ces défis, vous l'avez déjà mentionné en donnant les points qui vont faire l'objet de notre échange, c'est la sécurité. Très bien. Parce que, comme vous le savez, l'Est de la République démocratique du Congo est en ébullition depuis plusieurs années. Et le gouvernement prend l'argent qui peut servir au développement pour entretenir les troupes, pour acheter du matériel militaire, pour en fait faire en sorte que la paix soit rétablie à l'Est du Congo. Et à l'entrée, à la publication du gouvernement, nous apprenons, et ça constitue notre point d'inquiétude, nous apprenons que non seulement les ADF continuent à équimer l'Est du Congo, mais il y a la résurgence des conflits interethniques. Et vous savez que cette région de Grand Lac, cette partie-là de Grand Lac avec les conflits interethniques, c'est quand même une grande poudrière. Et si le gouvernement ne prend pas des mesures maintenant, non seulement pour travailler sur la restauration de la paix à l'Est, mais il faut aussi créer des opportunités pour les jeunes. La plupart des quartiers dans lesquels il y a eu des troubles entre les Hutus et les Nandés, les deux ethnies qui se battent là-bas. Vous avez entendu qu'on a pillé les magasins, on a pillé certaines maisons. Les gens trouvent toujours ces opportunités pour pouvoir s'enrichir ou avoir un peu des choses auxquelles on n'a pas régulièrement l'accès. Donc il faut travailler avec l'armée, mais il faut aussi avoir un programme de donner, n'est-ce pas, des opportunités aux jeunes de l'Est pour qu'ils ne soient pas tentés de prendre une arme, de prendre une machette et de s'engager. Vous pensez uniquement, maître, que c'est dû à la pauvreté qu'il y a des conflits entre les tribus? Certains ténors ou certains leaders ne seront-ils pas derrière ce qui se passe aussi entre les tribus? Mais effectivement, ces leaders ne profitent que de la pauvreté de ces jeunes en cherchant à démontrer qu'ils vont leur donner des opportunités que le gouvernement ne leur donne pas. Voyez-vous? Et nous savons, d'ailleurs, il faut insister sur ces faits, ce qu'on ne disait pas tout haut, le président de l'Assemblée nationale l'a dit en identifiant certains députés ou les députés de l'Est de manière générale comme faisant partie des groupes armés. Je pense que c'est un discours qu'il a utilisé pour dire une vérité qui ne s'arrête pas aux députés. Nous avons beaucoup d'acteurs politiques du niveau national comme du niveau provincial qui sont totalement impliqués dans les conflits à l'est de notre pays. Il faut que la commission qui est mise en place identifie non seulement les causes de ces violences, mais identifie les acteurs et que ces acteurs soient vraiment traduits en justice. Nous sommes toujours à l'Est, mais avant de finir avec la question du gouvernement accepté, que je vous pose la question, c'est de savoir, il y a une réaction déjà de la CAJ. La CAJ est parmi des ONG qui militent toujours ensemble avec Azado. La CAJ dénonce la nomination de 4 ministres dans le gouvernement Sama Lukonde et ces derniers sont cités dans les affaires de détournement et de spoliation de maisons de l'État. Oui. Sans citer leur nom, bien sûr.
c'est pour ça que je vous ai dit que nous continuons nos investigations, non seulement sur les 4 ministres qui seraient en fait indexés par la CAGE, mais sur l'ensemble des ministres pour voir quel est le passé de chacun. Parce qu'on a besoin des gens qui sont clean. Et si nous découvrons qu'il y a des ministres qui ont été impliqués dans les choses que nous avons toujours dénoncées, nous ne manquerons pas de demander au président de la République de pouvoir les remplacer. Parce que si nous voulons que ce gouvernement ait la confiance du peuple, il ne faut pas que des personnes qui sont trempées dans les violations des droits de l'homme, dans les détournements de l'argent public, y soient. Ça réduit la crédibilité, ça réduit la légitimité et les soutiens de la population vis-à-vis du gouvernement, et ce n'est pas une bonne chose. Très bien. Après avoir observé, analysé le partage des postes ministériels, pensez-vous réellement que cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi aura la même mise sur 2 ministères importants et accomplir bien sûr sa politique, le peuple d'abord? Je pense que ensemble de M. Moïse Katumbi et l'UDPS, l'AFDC et les MLC ont eu des ministères importants. Et nous pensons que ce sont des proches du président de la République, ce sont les partenaires du président. Très bien. Et aujourd'hui, nous estimons que le président de la République, le Premier ministre, ainsi que l'Union sacrée n'ont plus d'excuses. Ils ont tout. Ils ont tout. Ouais. Mais je pense que ce qui va leur manquer, ce sont les moyens. Et les moyens, il ne faut pas tourner le regard vers l'extérieur. Il y a des moyens au niveau national. Et pour ça, il faut traquer les détourneurs d'argent. Ouais. Il faut traquer tous ceux qui sont dans la corruption, dans la fraude, dans le coulage des recettes de l'État pour que l'État se retrouve. Et ça implique une détermination non seulement du président de la République, du Premier ministre, mais aussi de tous les ministres. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que dans beaucoup de ministères, l'administration est corrompue. On ne peut pas accepter aujourd'hui que d'autres secteurs de la vie nationale soient traqués pour identifier, mettre la main sur ceux qui détournent et que notre administration au niveau des ministères continue dans la corruption. Le vrai combat, c'est à ce niveau-là et je pense qu'il faut y aller avec détermination et avec force pour qu'on sente que la lutte contre le coulage des recettes, la lutte contre les détournements de l'argent de l'État et la lutte contre la corruption, c'est en fait un travail, un engagement qui fait peur à tout le monde. Quand je dis bien que ça doit être un engagement qui fait peur à tout le monde, ça doit être un engagement qui fait peur au président de la République, qui fait peur au Premier ministre, parce qu'en fait, si... Mais avec l'IGF déjà, ça inquiète, on dit l'IGF dénonce, mais il n'y a pas de finalité. Non, je pense que... L'IGF a dénoncé un grand nombre de choses. Bon. L'IGF fait déjà un travail appréciable. Okay. Mais vous avez aussi entendu qu'au niveau de la présidente de la République, il y a toujours des dépassements. Et les gens s'inquiètent par rapport à l'utilisation des fonds de l'État au niveau de la présidente de la République. Pourquoi le président lui-même ne prendrait pas les devants pour demander à l'IGF de pouvoir produire un rapport sur l'utilisation des fonds publics par la présidence de la République? C'est pour ça que je dis que la lutte contre la corruption ne doit épargner personne. Si nous voulons qu'elle soit une lutte qui apporte des changements, il faut qu'elle puisse concerner tout le monde. Et l'IGF doit avoir un œil regardant sur toutes les institutions publiques en n'épargnant pas la présidence de la République. Très bien. Chers compatriotes, nous continuons toujours avec notre émission bien sûr. Je vous rappelle que nous recevons aujourd'hui Maître Jean-Claude Katende. Maître Jean-Claude Katende est la présidente de l'AZADO, Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Oui, nous parlons cette fois-ci de la MONUSCO. Une frange de gens pensent qu'il faut que la MONUSCO quitte les sols congolais puisqu'elle a failli à ses missions.
Je pense qu'il ne faut pas parler d'une frange des gens, il faut parler de la majorité des Congolais. Ah, vous aussi, il faut parler de ces gens-là. Non, j'ai dit il faut parler de la majorité des Congolais. Okay. Vous n'avez pas demandé mon point de vue. Je dis tout simplement qu'il faut parler de la majorité des Congolais. Il y a ceux qui sont courageux, qui ont pris, comme les jeunes à l'est du Congo, qui ont pris l'initiative de faire des manifestations. Mais il y en a aussi dans les institutions publiques qui ont le même point de vue, mais qui sont retenus par les devoirs de réserve. Okay. Il est quand même important que nous puissions rappeler que la MONUSCO va faire plus de 20 ans en République démocratique du Congo. C'est énorme. Plus de 20 ans. Oui, plus de 20 ans, c'est énorme. Et comme nous le disons, la MONUSCO doit pouvoir se mettre dans une position où elle doit encourager une évaluation entre elle, le gouvernement congolais et les populations congolaises de ce que la MONUSCO a déjà fait et de ce qui reste à faire. Cette évaluation, elle est importante. Peut-être que beaucoup qui veulent que la MONUSCO parte ne comprennent pas ce que la MONUSCO fait comme travail. Il faut qu'il y ait cette évaluation tripartite, gouvernement congolais, la MONUSCO et les citoyens congolais, pour qu'on comprenne qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire. Je voudrais insister sur le fait que des fois nous attendons beaucoup de la MONUSCO, mais il faut savoir que la plupart des troupes que des policiers ou de militaires que les pays envoient dans les contingents de la MONUSCO, la plupart de ces militaires, de ces policiers, ce ne sont pas des gens très bien formés. Okay. Ce ne sont pas des gens très bien formés. J'ai eu l'occasion en 2015 d'aller discuter de ces questions avec les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Vous allez trouver que les grandes nations comme les États-Unis, comme la France, comme la Belgique, comme l'Allemagne, n'ont pas des militaires. Comment ça? N'ont pas des militaires ou des policiers dans ces contingents. Ce sont des petits pays comme Afghanistan, Pakistan et tout ça, les Maroc, qui envoient des militaires. Et on sait qu'il y a des militaires dans les contingents de la MONUSCO et puis des policiers. Mais la plupart sont des gens qui sont très mal formés, et qui ont des difficultés à s'adapter dans un contexte comme la République démocratique du Congo. Et je pense que c'est là qu'il faut mettre l'accent sur l'adaptation de l'armée congolaise à cette guerre asymétrique qui est en train de se passer à l'Est. On dit toujours que c'est une guerre asymétrique, mais on ne sent pas qu'au niveau de l'armée congolaise, il y a cette détermination à pouvoir changer des stratégies pour combattre ces gens qui nous font une guerre asymétrique. Donc, globalement, je pense qu'il est important que la MONUSCO, le gouvernement congolais et les citoyens congolais puissent faire l'évaluation du travail de la MONUSCO. Merci. Ça oblige une évaluation bien sûr efficace. Voilà. Tout est à Kinshasa. Na Kinshasa, Néron Bongo, na Jantiningo Bila, Bebani Makasi. Néron Bongo a dénoncé mes gestions, il y a ville, province à Kinshasa, entre autres Kinbopeto. Il dira ensuite que Azarapé a dirigé Kate. Vice-gouverneur a dirigé Kate. Waouh! Mais payé par l'État congolais. Pour le casco Toyeba, et Zalakandenginini. Attribution il y a titulaire Zakanini, il y a adjoint Zakanini. Azalaka étiquette, Azalaka secrétaire, toi Zakanani. Chers compatriotes, à Otiko dénoncer, Mbalamoko Néron Bongo, Balongoli. Je n'ai pas eu la chance, il y a Kolobal Kambo Oyo. Puisque nabanda kozalama mutu na kutuna makambo yo malamu te na kutanina mutu oyo akozalaka na franc parler, il va nous dire concrètement nini ezala kati ya koleka, nani azali incompétent, nani azali incompétenté, nani esengeli sala nini. Voilà, c'est bien lui, maître Jean-Claude Katende. Maître, vous avez suivi cette question de près. Néron Bongo, le vice-gouverneur de la ville province de Kinshasa, dénonce la mégestion aujourd'hui, 2 jours après, destitué par l'Assemblée provinciale.
Je pense que dans notre pays, nous avons un problème sérieux. Un problème sérieux en ce qui concerne l'homme. Voyez-vous que M. Ngobila était responsable du territoire, je crois que c'est le territoire de Yumbi. Et vous connaissez les troubles qui ont eu lieu dans ce territoire avec toutes les conséquences tchèques, vu le nombre de morts qu'il y a eu là-bas. Et pour le récompenser, au lieu qu'on le mette de côté, pour le récompenser, on lui donne encore une ville comme Kinshasa, en tant que gouverneur. Donc personnellement, c'est trop risqué. Oui, personnellement, je savais qu'on ne pouvait rien attendre de sérieux de M. Gentini Ngobila. On ne pouvait rien attendre de sérieux. Et l'histoire est en train de nous donner petit à petit raison. Mais il faut revenir aux faits actuels. La première chose est que il ne faut pas que les gens considèrent un service public comme un bien privé. Voyez-vous? Ça veut dire que vous avez un gouverneur qui estime que c'est lui qui exerce la fonction de gouverneur, il ne peut pas associer son adjoint. Donc, on considère ce service, cette fonction comme étant un bien privé. Parce que nous devons nous mettre en tête que les responsabilités sont établies par la loi. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, au moment où nous travaillons ensemble, chacun doit pouvoir respecter ses attributions. Il a dénoncé le fait que les réunions du gouvernement ne se tenaient plus. Parce que c'est dans ces réunions où le vice-gouverneur peut être au courant des dossiers, donner son point de vue, pour qu'ensemble, le gouverneur et les vice-gouverneurs fassent évoluer l'exécutif provincial, oui, pour la province. Provincial, c'est-à-dire fasse évoluer les dossiers de la ville. Cela n'est pas le cas. Et on fait un effort pour ne pas regarder ce qu'il a dit. Je pense pour moi que la question importante, c'est de se dire aujourd'hui, la dernière réunion du gouvernement provincial a eu lieu quand? Et pourquoi il n'y a plus de réunions? Parce qu'un exécutif provincial ne peut pas fonctionner sans réunion. Et le gouverneur ne peut pas commencer à traiter avec un ministre individuellement. Il faut qu'il y ait des réunions où tous les ministres sont au courant des dossiers et le vice-gouverneur est aussi au courant des dossiers. Donc ça, c'est une question que je n'entends pas débattre dans l'opinion ou entre les gens. Deuxième chose, en ce qui concerne le programme Bopeto. Moi, je l'avais dit dès le départ que ce programme n'allait pas réussir. On avait entraîné le président de la République dans ce programme alors qu'il n'y avait même pas de fonds publics disponibles pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce programme ne pouvait pas réussir sans l'implication des Kinois. Est-ce qu'il y a eu une sensibilisation préalable pour convaincre les gens et leur permettre de connaître le programme et de pouvoir s'impliquer? On ne peut pas réussir les Bopeto de Kinshasa sans les citoyens qui participent. Et c'est pour ça que nous entendons certains qui nous disent « Bon, moi je vais jeter telle chose dans la rue, c'est pour donner du travail aux gens de Kinbopeto. » Vous vous rendez compte? Comment est-ce possible, avec un tel comportement, que ce programme réussisse? Pour moi, il aurait fallu d'abord mobiliser des fonds pour le programme. Mais les 10 000 $, qu'on avait donnés à chaque bourgmestre. Mais ça, c'est rien. De deux, mobiliser la population pour ce programme. Et effectivement, en ce moment-là, si tout le monde est déterminé, si tout le monde devient le policier de tout le monde, si je te vois jeter quelque chose sur la rue, je t'interpelle, tu m'interpelles, je pense qu'avec cette dynamique, on peut réussir une action. Mais aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte que Kinbopeto, c'est la Gombe et le reste de la ville est totalement oublié. Ce n'est pas de ça dont on a besoin. Et moi, je félicite les vice-gouverneurs pour avoir eu ce courage, parce que nous constatons que dans beaucoup d'institutions ici, il y a des mauvaises choses qui se passent, mais les gens ne dénoncent pas. Parce que il a été déjà destitué par l'Assemblée provinciale. Non, il pouvait démissionner avant tout ça, mais j'ai appris que je n'ai pas encore vérifié la décision, que la Cour constitutionnelle aurait, je dis bien aurait décidé que la procédure qui a été
prises pour les destituer n'étaient pas conformes à la loi. Donc, on va voir comment ça va aller. Mais tout compte fait, je considère personnellement que sa destitution est tout simplement un règlement des comptes. Règlement des comptes, dernière préoccupation, Corneille Nangaa fait des sorties médiatiques ces derniers temps, dans des colloques, dans des séminaires. Je ne comprends plus rien. Il dit que les élections en 2023 sont tout à fait logiques et qu'on peut les organiser sans toutefois qu'on viole bien sûr le délai constitutionnel. Puisque le délai constitutionnel est de convoquer l'électorat 90 jours avant. Bien sûr, mandat ici, là. Il y a en fonction. Alors, à le associé au recensement, dans l'organisation, en enrôlement, c'est suicidaire, quoi. Bref, nous sommes le bi yangoana. Corneille Nangaa doit-il continuer toujours à donner ses points de vue ou il doit se taire? Bon, c'est juste une préoccupation. Maître Jean-Claude pourra répondre à ça. Je pense que personnellement, je n'étais pas d'accord avec la manière dont M. Nangaa a conduit le processus électoral qui a conduit aux élections de 2018. Mais je pense que au Congo, ce que je constate, c'est que tout le monde devient intelligent, devient smart quand il n'est plus au pouvoir. Voilà. Donc vous voyez, il devient donneur de leçons. Voilà. Vous voyez, quand vous suivez Muzito, vraiment c'est un bon parleur. Mais là, il n'est pas au pouvoir. Quand on le met au pouvoir, il fait autre chose. Quand vous suivez Matata, c'est la même chose. Donc, Nangaa aussi, oui, l'homme de leadership, quand on le met là-bas, le leadership disparaît. Donc, quand vous prenez Nangaa, aujourd'hui, il a vécu une expérience et je pense que nous devons faire attention aux conseils qu'il donne. Oui. Parce qu'il l'a vécu. Il a vécu ce processus avec les politiciens qu'il n'a jamais dénoncé. Maintenant, il nous dit qu'il faut dépolitiser la CENI. Donc, c'est en connaissance de l'expérience qu'il a connue. Et il dit aujourd'hui qu'on a encore du temps, on peut récupérer les temps perdus. Donc, on peut suivre ces conseils et voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire avancer le dossier. Aujourd'hui, nous avons entendu que les réformes électorales vont commencer à être examinées par l'Assemblée nationale bientôt. Si on a une loi organique de la CENI révisée, on a une loi électorale révisée, on a quelques dispositions de la Constitution révisées, je pense qu'on peut aller vers les choses essentielles. Pour la CENI, vous proposez quoi? Ce qui est important, c'est que les élections doivent se dérouler en 2023. Et nous disons à ceux qui préparent les glissements en coulisses que nous n'allons pas nous départir de l'engagement que nous avons eu à l'époque de Joseph Kabila pour nous opposer à tout glissement, justifié ou non justifié. Ceux qui sont au pouvoir doivent tout faire pour que les élections aient lieu en décembre 2023. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce que je voudrais pour la CENI? Je dois vous dire que personnellement, j'ai eu l'occasion de lire toutes les propositions qui ont été faites par les différents politiciens, mais aussi par les acteurs de la société civile. Ce qui est important, c'est qu'il faut que le bureau de la CENI qu'on n'y retrouve aucun politicien. Qu'on n'y retrouve aucun politicien parce que les bureaux jouent un rôle très, très important. Mais que dans la plénière de la CENI, qu'on puisse faire une combinaison entre les acteurs indépendants et les politiciens, mais que les politiciens ne prennent pas une part importante pour faire en sorte que... parce que beaucoup oublient qu'avant d'être un processus politique, d'abord, les élections sont un processus des citoyens. Très bien. Parce que notre Constitution dit que le souverain primaire, c'est le peuple congolais.
En fait, c'est le peuple congolais qui a le pouvoir, qui doit les donner à qui il veut. Très bien. Et les élections sont tout simplement un mécanisme pour que ce bien qui est entre les mains des citoyens, qu'on appelle le pouvoir, que les citoyens les donnent à qui il veut par la voie des élections. Donc, il faut que les citoyens jouent un rôle plus important dans les structures de la CENI que les politiciens. Parce que, de toutes les façons, les politiciens sont ceux qui vont se battre. Sont ceux qui vont se battre. Et comme nous connaissons, comme nous savons que dans notre pays, le secteur qui paye mieux, c'est le pouvoir, c'est la politique. Et donc, vous ne pouvez pas empêcher aux politiciens de se battre pour que les lois leur soient favorables, pour que le processus leur soit favorable. C'est pour ça qu'il faut le remettre entre les mains de personnes qui ne vont pas participer à la compétition. Mais là aussi, nous disons tout simplement que le danger n'est pas totalement écarté parce que le vrai problème de ce pays, c'est l'homme congolais. On peut prendre quelqu'un de la société civile comme moi, on me met là-bas, ou on met quelqu'un d'autre après, vous apprenez, il a été corrompu. Donc il faut des gens coriaces, des gens qui ont démontré dans le passé qu'ils peuvent être indépendants. Et ces gens, souvent, on en a peur parce que les politiciens voudraient avoir des gens de la société civile malléables qu'ils peuvent contrôler. Président, je vous accorde la dernière parole pour donner une précision au peuple congolais. Connaissez-vous réellement, et particulièrement, le ministre de la Défense? On nous dit qu'il est rwandais. Je ne le connais pas particulièrement, mais je peux dire tout simplement qu'avec beaucoup d'autres informations que nous sommes en train d'avoir, nous allons continuer nos investigations sur lui. Si il est démontré que les choses qui sont dites contre lui sont vraies, nous n'hésiterons pas de demander que le président de la République puisse le remplacer. Merci. Vous avez compris, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine, émission Tango Koki, qui passe bien sûr sur Wemsa TV. Chers compatriotes, continuez toujours à vous abonner et partager nos liens, ça nous fera énormément toujours du bien. Nous sommes déjà là à 10 600 abonnés. Nous continuons. Cap vers 20 000 abonnés avant la fin de cette année. Ça nous fera également énormément du bien. Continuez toujours à nous faire confiance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci, Président. Merci. À très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.